Nationalisme et collectivisme. Alors que les civilisations traditionnelles étaient couronnées par le principe de l'universalité, la civilisation moderne se trouve donc essentiellement placée sous le signe de la collectivité. Le collectif est à l'universel, ce que la matière est à la forme. La différenciation de la substance mêlée du collectif et la constitution d'êtres personnels, grâce à l'adhésion à des principes et à des intérêts supérieurs, représentent les premiers pas vers ce qu'au sens éminent et traditionnel on a toujours entendu par culture. Quand l'individu est arrivé à donner une loi et une forme à sa propre nature, de manière à s'appartenir plutôt que de dépendre de la seule composante naturelle de son être, la condition préliminaire d'un ordre supérieur, où la personnalité n'est pas abolie, mais intégrée, se trouve déjà remplie. Et tel est l'ordre même des participations traditionnelles, dans lesquelles tout individu, toute fonction et toute caste acquiert son juste sens en reconnaissant ce qui lui est supérieur et en s'y rattachant organiquement. À la limite, l'universel est atteint comme couronnement d'un édifice, dont les bases solides sont constituées, tant par l'ensemble des personnalités différenciées et formées, chacune fidèle à sa fonction, que par des organismes ou unités partielles, avec leurs droits et leurs lois propres, qui ne se contredisent pas, mais se coordonnent solidairement à travers un élément commun de spiritualité et une même disposition active et commune au dévouement supra-individuel. Ainsi que nous l'avons montré, la société moderne suit une direction diamétralement opposée, correspondant à un recul vers le collectif et non à un progrès vers l'universel. L'individu apparaissant toujours plus incapable de s'affirmer, sinon en fonction de quelque chose qui lui fait perdre son propre visage. Et cela devient de plus en plus sensible au fur et à mesure qu'on s'approche du monde du quatrième état. On peut considérer comme une phase de transition celle du nationalisme moderne, auquel il convient de consacrer quelques considérations supplémentaires. Il faut distinguer entre nationalité et nationalisme. Le Moyen Âge connut des nationalités, non des nationalismes. La nationalité est une donnée naturelle qui circonscrit un certain groupe de qualités élémentaires communes, de qualités qui se maintiennent autant dans la différenciation que dans la participation hiérarchique, auxquelles elles ne s'opposent en aucune manière. C'est ainsi qu'au Moyen Âge, les nationalités s'articulaient en castes, en corps et en ordres. Mais bien que le type du guerrier, du noble, du marchand ou de l'artisan fût conforme aux caractéristiques de chaque nation, ces organisations représentaient en même temps des unités plus vastes, internationales. D'où la possibilité, pour les membres d'une même caste appartenant à des nations différentes, de se comprendre peut-être mieux que ne le pouvaient, dans certains cas, les membres de deux castes différentes à l'intérieur d'une même nation. Le nationalisme moderne représente le contraire de cette conception. Il se fonde sur une unité qui n'est pas naturelle, mais artificielle et centralisatrice, et dont on éprouva toujours plus premier besoin au fur et à mesure que le sens naturel et sain de la nationalité se perdit et que toute tradition véritable et toute articulation qualitative étant détruite, les individus s'approchèrent de l'état de pure quantité, de simple masse. C'est sur cette masse qu'agit le nationalisme, au moyen de mythes et de suggestions propres à un âme galvanisé, à réveiller des instincts élémentaires, à un âme flatté par des perspectives chimériques de primauté, de privilège et de puissance. Quelles que soient ses prétentions à se référer à une race ou à une autre, la substance du nationalisme moderne n'est pas un ethnos, mais un démos, et son prototype demeure le prototype plébéien suscité par la Révolution française. C'est pourquoi le nationalisme a un double visage. D'un côté, I1 exaspère et confère une valeur absolue à un principe particulariste, si bien que les possibilités de compréhension et de véritable collaboration entre nations se trouvent réduites à un minimum. On retrouve ici, semble-t-il, la même tendance en vertu de laquelle la désagrégation de l'œcumène européen coïncida avec la naissance des États nationaux. En réalité, on sait qu'au XIXe siècle, le nationalisme en Europe fut purement et simplement synonyme de révolution, et qu'il agit dans le sens précis d'une dissolution des organismes supranationaux survivants et d'un amoindrissement du principe politique de una souveraineté légitime, au sens traditionnel du terme.
Mais si l'on considère les rapports entre l'individu, envisagé en tant que personnalité, et le tout, on voit apparaître clairement dans le nationalisme un aspect opposé, qui est précisément l'aspect intégrant et collectivisant. Dans le cadre du nationalisme moderne s'annonce déjà l'inversion dont nous avons précédemment parlé. La nation, la patrie, devient l'élément primaire, devient presque un être en soi, exigeant de l'individu qui fait partie de lui une soumission inconditionnelle, non seulement en tant qu'être naturel et politique, mais aussi en tant qu'être moral. Même la culture devrait cesser d'être le soutien de la formation et de l'élévation de la personne et valoir essentiellement par son caractère national. Ainsi, les formes les plus poussées de nationalisme entraînent déjà une crise de l'idéal libéral et de la culture neutre. Ceux-ci sont considérés comme suspects, mais selon une perspective opposée à celle selon laquelle le libéralisme et la culture neutre, laïque et apolitique purent apparaître comme une dégénérescence ou un effritement dans le cadre des précédentes civilisations organiques. Même quand le nationalisme parle de tradition, c'est dans un sens tout différent de celui qu'avait ce mot dans les civilisations antiques. Ici aussi, il s'agit plutôt d'un mythe ou d'une continuité fictive fondée sur le plus petit commun dénominateur, à savoir la simple appartenance à un groupe donné. C'est pourquoi la tradition dont il s'agit ici est susceptible de revendiquer pêle-mêle comme ses représentants des personnalités n'ayant que fort peu de choses en commun, alors que, sur un plan supérieur, seule une race de l'esprit identique et non la nationalité est capable d'établir des rapports de vraie communauté, d'homogénéité et de continuité. Mais en réalité, le nationalisme vise, grâce à cette tradition, à consolider un état de masse dans la dimension du temps, autant que de l'espace, en plaçant derrière l'individu l'unité mythique, divinisée et collectiviste de tous ceux qui le précédèrent. Lorsque Chesterton qualifia la tradition ainsi comprise de « démocratie des morts », il eut donc certainement raison. La dimension de la transcendance de ce qui est supérieur à l'histoire en est totalement absente. Ces aspects du nationalisme moderne, en même temps qu'il consacre l'abandon d'une unification orientée vers le haut et prenant appui sur des éléments supranaturels, potentiellement universels, ne se distingue que par une simple différence de degré de l'anonymat propre aux idéaux du quatrième État et de ses internationales, qui nie tout concept de patrie et d'État national. En fait, lorsque le peuple est devenu souverain, et que le roi ou le chef n'est plus d'en haut, qu'il n'existe que par la volonté de la nation, et non plus par la grâce de Dieu, cet attribut, même quand I1 est conservé, ne correspondant plus qu'à une formule vide à ce moment, l'abîme qui sépare du communisme un organisme politique de type traditionnel est virtuellement franchi. La rupture est consommée, toutes les valeurs sont déplacées et même interverties, et il ne reste plus qu'à attendre que se réalise progressivement cet état final. C'est donc plus que par simple tactique que les dirigeants de la subversion mondiale, dont la forme ultime est le communisme soviétique, ont pour principe d'exciter, de fomenter et de soutenir le nationalisme, même là où le nationalisme, étant anticommuniste, semblerait devoir se retourner contre eux. En réalité, ils voient loin, à l'instar de ceux qui employèrent le nationalisme lors de la première révolution, la révolution libérale, en parlant de nation, mais en entendant par là, en réalité, antitradition, négation du principe de la vraie souveraineté. Ils perçoivent le moment collectivisant du nationalisme, qui, au-delà des antithèses contingentes, orientera finalement les organismes qu'ils contrôlent dans la voie du collectivisme. De même, il n'y a qu'une simple différence de degré entre le nationalisme et les tendances démocratico-humanitaires, qui contrecarrent son particularisme et son esprit de division. Bien qu'il s'y présente sous une forme moins nette, le phénomène régressif qui est à la base du nationalisme moderne ne s'en manifeste pas moins dans ses tendances, où n'agit qu'une impulsion vers un agglomérat encore plus vaste, homogène et standardisé. Les formules intermédiaires, fondées sur les grands mots si chers à la démocratie, n'ont qu'une importance accessoire. Essentiellement, dans l'un et l'autre cas, on arrive finalement à une religion de l'homme terrestrifié. Comme dit Benda, l'ultime perspective, c'est que l'humanité tout entière, et non plus une fraction de celle-ci,
se prennent elles-mêmes pour objet de son culte. On tend vers une fraternité universelle qui, loin d'abolir l'esprit national avec ses appétits et ses orgueils, en apparaîtra au fond comme la forme suprême, la nation s'appelant l'homme et l'ennemi Dieu. Unifiés dans une armée immense, dans une immense usine, ne connaissant plus que des disciplines et des inventions, flétrissant toute activité libre et désintéressée, et n'ayant pour Dieu qu'elle-même et ses volontés, l'humanité parviendra alors à ce que de telles tendances conçoivent, sous une forme quasi messianique, comme la fin dernière de l'effort civilisateur. Avant d'en terminer avec premier nationalisme moderne, il importe de remarquer qu'alors qu'il correspond d'un côté à une construction, à un être artificiel, cet être, en vertu du pouvoir des mythes et des idées qu'on évoque confusément pour maintenir la cohésion d'un groupe humain donné et le galvaniser, reste ouvert à des influences qui, sans qu'ils s'en rendent compte, en font l'instrument du plan général de la subversion. Ce sont les nationalismes modernes, avec leur intransigeance, leur égoïsme aveugle et leur brutale volonté de puissance, avec leurs antagonismes, les tensions et les guerres suscitées par eux d'une façon insensée, qui ont servi à achever l'œuvre de destruction, c'est-à-dire à passer de l'ère du troisième État à l'ère du quatrième État, si bien qu'ils ont fini par creuser eux-mêmes leur propre tombe. La possibilité s'était présentée pour l'Europe, sinon d'arrêter, du moins de contenir, le processus d'écroulement dans un espace assez vaste, après la chute de celui qui, bien qu'il eût repris le symbole impérial et ambitionné même la consécration romaine, resta pourtant le fils de la Grande Révolution, dont il servit à répandre le virus grâce aux bouleversements provoqués par ses guerres victorieuses dans les États de l'Europe traditionnelle et aristocratique. Napoléon Bonaparte. Avec la Sainte Alliance, il eût été possible de dresser une digue contre les destins des derniers temps. Metternich put, avec raison, se considérer comme le dernier grand Européen. Personne ne sut voir comme lui, avec la même lucidité prévoyante et le même regard d'ensemble, le jeu des forces subversives, ni percevoir comme lui l'unique moyen de les paralyser en temps opportun. Metternich reconnut tous les points essentiels. Il vit que les révolutions ne sont pas spontanées, ne sont pas des phénomènes populaires, mais des phénomènes artificiels provoqués par des forces qui, dans le corps sain des peuples et des États, ont la même fonction que les bactéries dans la production des maladies, que le nationalisme n'est qu'un masque dès la Révolution, et la Révolution un fait essentiellement international. Phénomène révolutionnaire particulier n'étant que les manifestations locales et partielles d'un courant de subversion unique aux dimensions mondiales. Metternich reconnut en outre très clairement comment les différents degrés des révolutions s'enchaînent. Le libéralisme et le constitutionnalisme préparent fatalement la démocratie, celle-ci prépare le socialisme, celui-ci le radicalisme et enfin le communisme. Toute la révolution libérale du troisième État ne servant qu'à aplanir la voie pour la révolte du quatrième État, destinée elle-même à saper inexorablement les représentants de la première et leur monde, une fois remplie leur mission d'avant-garde et une fois ouvertes les brèches. C'est pourquoi Metternich dénonça la folie de pactiser avec la subversion, car lui accorder un doigt, c'est l'inviter à demander plus tard le bras et finalement le corps entier. Ayant saisi premier phénomène révolutionnaire dans son unité et dans son essence, Metternich indiqua l'unique antidote possible, le front également supranational de tous les États traditionnels, la ligue défensive et offensive de tous les souverains de droit divin. Telle devait être la Sainte Alliance. Malheureusement, les conditions préalables manquèrent pour qu'une idée si grandiose pût se réaliser pleinement, conditions matérielles aussi bien que spirituelles. Autour de Metternich, il n'y eut pas assez d'hommes ni de chefs à la hauteur de la tâche. L'unité d'un front défensif sur le plan politico-social se présentait comme un concept clair et évident. Mais l'idée capable de servir de référence positive et de chrisme à cette alliance, afin qu'elle pût vraiment être considérée comme sainte, n'était guère apparente. Sur le plan religieux, l'unité faisait défaut, car la Ligue ne comprenait pas seulement des souverains catholiques, mais aussi des souverains protestants et orthodoxes, de sorte qu'elle n'eut pas même la sanction directe et engageante de l'Église, dont le chef demeura à l'écart, et qu'au fond,
les concours dont elle bénéficia furent accordés pour des fins temporelles et contingentes, plus que pour des fins spirituelles. C'eût été au contraire d'une reprise de l'esprit du Moyen Âge, et même de l'esprit des croisades, dont on aurait eu besoin. Il ne suffisait pas de recourir à l'action répressive et à l'intervention militaire chaque fois que dans les pays de l'Alliance s'allumait la flamme révolutionnaire. En dehors de mesures accessoires de ce genre, il eût fallu quelque chose comme un nouveau templarisme, un ordre, un bloc d'hommes unis dans l'idée, inexorables dans l'action, qui eussent été de vivants témoignages dans chaque pays du retour d'un type humain supérieur, et non des gens de cour et de salon, des ministres de police, des ecclésiastiques prudents et des diplomates ne se préoccupant que d'un système d'équilibre. En même temps, une attaque aurait dû être déclenchée sur le plan de la vision du monde et de la vie. Mais où étaient alors les représentants du pur esprit traditionnel, capables de détruire les foyers de la mentalité rationaliste, illuministe et scientiste, qui étaient les véritables ferments de la Révolution, capables de détrôner cette culture à laquelle depuis le XVIIe siècle il était de mode de se livrer, même dans les cours et parmi l'aristocratie, capables de couvrir de ridicule ceux qui se posaient romantiquement en apôtres et en martyrs des grandes et nobles idées de la Révolution et de la liberté des peuples, privés d'âme véritable, constitués précisément au moment où, par renoncement volontaire des Habsbourg, le Saint-Empire romain avait cessé, même nominalement, d'exister, et où son centre, Vienne, brillait surtout comme la ville des valses, la Sainte Alliance. Après avoir assuré à l'Europe une courte période de paix relative et d'ordre, se défit, et le jeu des nationalismes révolutionnaires, entraînant avec lui la désagrégation des précédentes unités politico-dynastiques, ne rencontra plus que des résistances insignifiantes. Avec la Première Guerre mondiale, la Révolution russe et la Seconde Guerre mondiale, les événements décisifs pour le dernier âge se précipitent. En 1914, les empires centraux représentaient encore un reste de l'Europe féodale et aristocratique au sein du monde occidental, malgré d'indéniables aspects, d'hégémonisme militariste et certaines alliances suspectes. Capitalisme, surtout dans l'Allemagne de Guillaume. La coalition qui se forma contre eux fut une coalition déclarée du Troisième État contre ce qui subsistait des forces du Second État. Ce fut une coalition des nationalismes et des grandes démocraties, se réclamant plus ou moins des immortels principes de la Révolution française, à laquelle on entendit faire un nouveau pas décisif en avant, sur le plan international, ce qui n'empêchait d'ailleurs pas l'idéologie humanitaire et patriotique de faire simultanément le jeu d'une industrie cupide et hégémoniste. La guerre de 1914-1918 se présente à un degré que l'on trouve rarement dans d'autres guerres de l'histoire, non comme un conflit entre États et nations, mais comme une lutte entre les idéologies des diverses castes. Ces résultats directs et voulus furent la destruction de l'Allemagne monarchique et de l'Autriche catholique, les résultats indirects, l'écroulement de l'Empire des Tsars, la Révolution russe et la création en Europe d'une situation politico-sociale tellement chaotique et contradictoire qu'elle contenait toutes les prémices d'une nouvelle conflagration. Et ce fut la Deuxième Guerre mondiale. Les positions idéologiques n'y furent pas, tout d'abord, aussi précises que dans la précédente. Des États qui, comme l'Allemagne et l'Italie, avaient adopté l'idée autoritaire antidémocratique et s'étaient groupés contre les forces de gauche, tout en affirmant dans une première phase de cette guerre le droit des nations prolétariennes contre la plutocratie mondiale, parurent presque épouser le marxisme sur le plan international en donnant à leur guerre le sens d'une insurrection du quatrième État contre les grandes démocraties où s'était consolidée la puissance du troisième État. Mais dans l'ensemble, et en particulier après la nouvelle intervention nord-américaine, la principale idéologie, qui se précisa toujours davantage, fut celle qui avait déjà inspiré la Première Guerre mondiale. Voir la croisade des nations démocratiques pour libérer les peuples encore esclaves de systèmes rétrogrades de gouvernement. Cette idéologie, toutefois, devait rapidement devenir une simple façade à l'égard des nouveaux groupements qui se formèrent. En s'alliant avec la Russie soviétique à seule fin d'abattre les puissances de l'Axe
et en se refusant à dévier d'un radicalisme insensé, les puissances démocratiques répétèrent l'erreur consistant à penser que l'on peut impunément utiliser les forces de la subversion à ses propres fins, et à ignorer qu'en vertu d'une logique fatale, lorsque des forces correspondant à des degrés différents de la subversion se rencontrent ou se heurtent, ce sont celles qui correspondent au degré ponième plus avancé qui auront finalement le dessus. En réalité, il est clair que du côté soviétique, la croisade démocratique n'avait été conçue que comme un utile travail préparatoire par rapport aux plans mondiaux du communisme. La fin des hostilités marqua également la fin de cette alliance hybride, et le véritable résultat de la Seconde Guerre mondiale fut d'éliminer l'Europe comme facteur de la grande politique mondiale, de balayer toutes les formes intermédiaires et de laisser les États-Unis et la Russie face à face en tant que représentants supranationaux des forces du troisième et quatrième État. Ce que serait l'issue d'un conflit armé éventuel entre ces deux puissances, en dernière analyse, importe peu. Les déterminismes d'une sorte de justice immanente sont en marche, et en tout cas, d'une manière ou d'une autre, le processus se déroulera jusqu'au bout. Par ses répercussions sociales, une troisième guerre mondiale entraînerait le triomphe définitif du quatrième État, soit d'une manière violente, soit sous forme d'évolution, soit des deux façons à la fois. Il y a plus. Sur le plan des forces politiques tendues vers la domination universelle, la Russie et l'Amérique se présentent aujourd'hui dans un rapport d'antagonisme. Mais si l'on examine dans leur essence les thèmes qui prédominent dans chacune des deux civilisations, si l'on approfondit leurs idéaux et surtout la tendance centrale des transformations effectives qui ont subi ou sont en train d'y subir toutes les valeurs et tous les intérêts de la vie, on découvre une convergence et une ressemblance fondamentales. La Russie et l'Amérique apparaissent comme deux expressions différentes d'une chose unique, comme deux voies pour aboutir à la formation de ce type humain qui est la conclusion extrême des processus présidant au développement du monde moderne. Il convient d'examiner ces convergences. Non seulement en tant que puissance politique, mais en tant que civilisation. La Russe et l'Amérique sont les deux branches d'une seule tenaille, qui, de l'Orient et de l'Occident, est en train de se refermer rapidement autour du noyau, désormais épuisé dans ses énergies et dans ses hommes de l'ancienne Europe. Les conflits extérieurs, les nouvelles crises, les nouvelles destructions ne seront que des moyens pour ouvrir définitivement les voies aux diverses formes du monde du quatrième État.